Vendredi 27 mars 2020, eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue sur le deuxième et tout dernier numéro du Grand Rendez-vous. Pour le compteur de cette semaine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous installer très confortablement avec de très belles images prises par le service des programmes. On regarde. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Une seule adresse pour nous suivre, c'est Bénin Business 24 et l'émission, c'est bien sûr le grand rendez-vous. Au sommaire ce soir, 3 rubriques dont Autant savoir, l'espère et bien sûr Horizon Culture. Et pour commencer par le dernier Horizon Culture ce soir, nous plonge dans l'univers de la magie, l'art de tromper ses semblables qui, depuis des siècles, existent. Et au fil du temps, les pratiques des magiciens se sont affinées au gré des avancées de la science et des progrès dans l'art de la mise en scène. Retour sur cette pratique ancestrale qui est vue désormais comme un moyen d'expression. Autant savoir aborde la question du viol des enfants, un acte qui devient de plus en plus fréquent. C'est à croire que les enfants ne sont plus bien protégés ou que leurs droits sont tout simplement bafoués. Alors ce soir, nous allons vous parler de ce numéro vert qui est mis à disposition pour toute personne pour pouvoir dénoncer de tels cas. On en parle avec notre invité ce soir. Il est un défenseur des droits humains. La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la maladie COVID-19 oblige les dirigeants de chaque pays à prendre des mesures de prévention pour empêcher la propagation du virus. Au nombre de ces mesures, nous avons les règles d'hygiène, le cordon sanitaire, l'isolement, l'auto-isolement et pourquoi pas le confinement. Alors, au Bénin, un cordon sanitaire est annoncé pour prendre effet à partir du lundi 30 mars 2020. Comment gérer donc son temps pendant cette période de cordon sanitaire? Alès Balogun, coach en développement personnel, nous en parle dans quelques instants dans la rubrique Espère. Et bien sûr, à 19h45, vous aurez le journal avec la rédaction de Bénin Business 24. Mesdames, Messieurs, merci d'être une fois encore là. Nous allons installer le tout premier plateau. C'est bien sûr Horizon Culture. Eh bien, ce soir, Horizon Culture s'intéresse à l'art de l'illusionnisme, un autre moyen d'expression. La magie, art venu du fond des âges, a le vent en poupe. Donc, depuis quelques années, et notamment grâce à Internet, de nombreux passionnés tentent de percer le secret des magiciens. Ce soir, nous allons revenir un peu sur ce art et comment est-ce qu'on les aide, comment est-ce que nous y croyons également. Ce sera avec Fugin Siarontondi et son invité. Mais d'abord, on suit ce reportage proposé par Nicanor Kofi. Quand deux illusionnistes se croisent dans un café, il y a comme un débordement de magie. Ces deux-là ne font pas la paire, mais ont en partage un art qui a décampé des cirques traditionnels pour investir les scènes du tout Bénin. L'un est dans la grande illusion, l'autre est prince du close-up. De saltimbanque à apprenti Merlin, ces deux-là ne vivent aujourd'hui que pour le plaisir de tordre la perception de la réalité. Un art auquel chacun d'eux a accédé par des chemins de traverse. L'apprenti du maître et l'autodidacte se souviennent. Chaque tour de magie est constitué de 3 parties ou de 3 actes. Le pacte, l'effet, le prestige, nous apprend Christopher Nolan dans son film The Prestige. Mais pour les yeux du spectateur, bien difficile de les distinguer tant l'on ne demande qu'à être mystifié.
Un tour n'est pas un sortilège. Pour les magiciens, c'est même pas sorcier. Qu'est-ce donc que la magie finalement? La réponse va bien au-delà du simple art et rejoint parfois la philosophie. Mais c'est vous, en fait, c'est vos yeux qui vous montrent cette magie-là. Et c'est ce que nous, on partage avec vous. Ce côté où on vous replonge dans cet état d'enfance où vous êtes étonné d'un seul coup, comme quand vous avez vu un avion pour la première fois. Exactement, c'est ça la magie. Sorcellerie ou habileté des doigts, qu'importe vraiment si à la fin, le tout réclame applaudissements. Trop de magie tue la magie, selon nos deux illusionnistes. Pour Chabelle Stone, le prince du close-up, et Romaric, l'héritier de la grande illusion, Cotonou, ce n'est pas encore Las Vegas. Inutile de rêver que ces deux-là se reconvertissent dans un autre secteur, car ils ont succombé tout entier au charme de la formule magique « Abracadabra, envoie ta foudre jusqu'à la mort ». Eh oui, percer les secrets des magiciens, c'est bien l'objectif de ce plateau ce soir. Et j'espère que nous aurons de la magie sur le plateau. C'est bien ça, Figencia? Là, c'est Est-ce vrai. que vous pouvez Vous faire avez raison. une magie pour faire disparaître Figencia du plateau? Ah, ben, c'est elle qui m'a fait venir, ça ne sera pas trop cool. Et bien sûr, la magie va opérer ce soir. Exactement. Bonsoir, Figencia Moutondi. Bonsoir, Marcel. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être venu avec de la magie. Oui. Et vous êtes avec notre invité, Chabelle Stone. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Vous êtes magicien. Oui, je suis illusionniste surtout. Illusionniste. Donc, il y a une Exactement. différence entre l'illusion et la magie. C'est Non, bien bon, ça. en fait, techniquement, c'est la même chose. Mais pour être plus véridique dans ce qu'on dit, en fait, c'est mieux d'utiliser le terme illusionniste parce qu'en réalité, je crée des illusions. D'accord. Et nous y croyons tout simplement. Exactement. Félicien Moutondi, on va comprendre un peu ce que c'est que l'art de l'illusionnisme. Oui, tout à fait. Et comme notre liner l'indique aujourd'hui, l'illusion est devenue un autre moyen d'expression. Vous le confirmez? Exactement. En réalité, l'illusion a toujours été un moyen d'expression depuis les temps anciens. Même au temps des pharaons, on utilisait déjà ça pour faire des spectacles. Et il faut avouer que de base, le message de l'art, de la magie, de l'illusion, en réalité, c'est de nous faire replonger dans notre état d'enfance, de ne pas oublier qu'on a quand même une âme d'enfant en nous. Et c'est ça, en fait, le message de la magie. Après, en fait, on peut augmenter des messages un peu plus précis, un peu plus techniques en fonction de l'événement. Alors vous, en tant que magicien ou illusionniste, d'où puisez-vous cette inspiration? Moi, particulièrement, mon inspiration, ça vient de tout ce qui m'entoure. Les situations que je vis tous les jours et j'essaie de les exprimer à travers des tours de magie. Par exemple, quand je vois que les gens, souvent, ils manquent d'argent, je peux penser à un tour, je multiplie de l'argent. Des trucs du genre. Alors ça me fait rêver, hein, qui ne rêve pas d'argent? C'est le plus important. Est-ce que l'argent, on peut l'utiliser? Ah ben, oui. En fait, vous allez me multiplier un peu d'argent pour ce week-end. Ça, on viendra vous chercher, hein, ne vous hasardez En tout même cas, pas à le faire. c'est pas moi qui le dis, c'est le magicien qui dit qu'il peut le faire. Alors, on vous a vu sur les réseaux sociaux, hein, par ces temps de pandémie qui sévit. j'ai imaginé en fait un moyen. Comme je vous l'ai dit, la magie, c'est un moyen d'expression. C'est pour faire passer aussi des messages. Parce que pour moi, quand tu fais un art, tu dois pouvoir faire passer des messages à travers ton art. Et j'ai imaginé en fait ce numéro en fait, pour contribuer quand même à la sensibilisation. C'est un virus têtu en fait. D'accord, puis je sais. Alors, vous, en tant qu'illusionniste, quel est le mot qui vous définit le plus? Disons que le mot qui me définit, est-ce qu'en un mot je peux me définir, mais je dirais que c'est travail, beaucoup de travail, parce que quand tu es illusionniste, tu es voué à un peu toucher à tout. Pour faire ton art, tu dois connaître par exemple la science,
tu dois maîtriser la mise en scène, la musique qui va aller avec ton numéro. Donc, à un moment, en fait, tu es obligé de beaucoup travailler, beaucoup chercher. Et c'est ça qui fait que quand tu es illusionniste, on ne le voit pas. Beaucoup de gens ne voient pas la valeur du travail, mais c'est énormément de boulot quand tu dois faire, par exemple, un spectacle. Il faut dire que c'est un art qui s'apprend et vous êtes allé suivre une formation où vous avez juste appris sur le tas. En réalité, c'est un art qui s'apprend, oui, mais c'est un art qui s'apprend généralement tout seul. Il faut beaucoup être autodidacte pour être bon, parce que la plupart des grands illusionnistes se sont faits tout seuls. Donc, moi aussi, j'ai fait mon petit bout de chemin en commençant par Internet, YouTube. Et tout doucement, en fait, j'ai appris les premiers rouages de l'art. Ensuite, je me suis perfectionné. Je suis allé vers des professionnels qui m'ont donné un peu les conduites à tenir, le chemin à suivre, ainsi de suite. Donc, même si l'illusion n'est pas encore dans notre culture au Bénin, on n'a pas vraiment de structure qui s'occupe de former les gens. J'essaie quand même d'aller le plus loin tout seul pour ensuite permettre aux générations futures en fait, de pouvoir s'initier à cet art plus aisément. Et quelle a été votre plus grande magie? Mon plus grand tour de magie, disons que actuellement je trouve que le meilleur reste à venir en fait. Ah ouais, le meilleur reste à venir. Je n'ai pas eu ma réponse, mais quand même je comprends. Vous êtes venu ce déclic-là, vous étiez juste à la maison et vous avez juste eu envie de vous essayer à la chose ou... Non, pas vraiment. C'est vrai que je suivais beaucoup le Grand Cabaret avec ce qu'on faisait sur TV5, là où on faisait des tours du cirque, ainsi de suite. Mais ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un film. Ça s'appelle Now You See Me, Insaisissable, où il y a des illusionnistes qui faisaient des tours dedans. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce truc-là, je dois savoir faire ça. Et c'est de là, en fait, c'est parti. Je me suis lancé, j'ai commencé à fouiller sur Internet, j'ai googlisé, comme on le dit si bien. Et bon, c'était compliqué, mais comme moi-même, j'avais quelques aptitudes à chercher, parce que j'ai fait l'informatique comme formation, j'ai trouvé finalement et j'ai continué à fouiller, c'est devenu une passion. Alors, vos proches, ils vous ont dit quoi? Bon, pour dire vrai, par exemple, ma maman, elle a toujours été contre. Pour mes premiers tours de magie, elle dit, viens là, aïe, doisé, ouais. Des trucs du genre. Donc, c'est vrai que vu que c'est pas dans notre culture, on associe ça à la sorcellerie, on associe ça à tout ce qui est mystique. Mais en réalité, il n'y a rien de mystique, il y a rien de sorcier. C'est beaucoup de travail, de l'entraînement. Mais aujourd'hui, par exemple, ils ont compris qu'il n'y a rien de sorcier et ils me soutiennent à fond. Alors, pouvez-vous partager avec nous vos secrets? Comment est-ce que vous arrivez à nous manipuler? Comment ça se passe? Les secrets professionnels. Comment est-ce que vous arrivez à nous faire croire? Vous savez, les secrets professionnels restent les secrets professionnels. Hein. Mais donc, quelques idées quand même. J'ai bien envie de vous révéler quelques tours, mais... Allez-y, je vous en prie. Quoi? Regardez pas ça pour vous, allez-y. Non, mais disons que la plupart des tours se basent sur des principes qu'on connaît généralement. Par exemple, prêtez-moi votre stylo. D'accord, avec plaisir. Ok. Quand je prends par exemple ça, je dis, je vais faire disparaître, par exemple, le bout, le couvercle du stylo. Donc, concentrez-vous. Regardez bien le couvercle, comment il va disparaître. Ça va se passer très vite. Donc, c'est une affaire de technique. Mais le couvercle n'a pas disparu, mais c'est plutôt le stylo même qui est parti. C'est pas vous qui avez déposé le stylo là? En fait, par exemple, là, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? C'est par exemple le détournement d'attention. C'est que, par exemple, quand je suis en train de vous parler du stylo, je suis en train du couvercle, je suis en train de... On a fixé le regard sur le couvercle. Et là, disons, dans mes tours, en fait, je le fais à plus grande échelle. C'est la réalité. Ça, c'est juste pour vous illustrer un peu, en fait, comment marchent mes tours. Mais vous expliquer mes tours, c'est un peu vendre mon art. Est-ce que ce n'est pas le moment de lui demander de nous faire un peu de démonstration? Ses cartes. Voilà. Ok, une petite démonstration, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez là, j'ai un paquet de cartes. Oui. Ouais. J'ai vu, Fulgencia a vu. Super. Donc, je vais vous demander, par exemple, je vais défiler les cartes. Vous me dites stop comme vous voulez. C'est bon? D'accord. Stop. Ok. Vous êtes sûr? Oui. Vous ne voulez pas changer? Non. Ok, tenez. D'accord.
Vous pouvez montrer la carte à la caméra. Ouais, c'est ce que j'ai. C'est bon? Oui, Ok, donnez la carte. d'accord. Non, il n'y a pas de problème, je peux l'avoir. Non, ne vous inquiétez pas. Faites tout pour que je ne disparaisse pas du plateau. Non, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous avez pris un roi de trèfle. Oui. Le truc avec le roi de trèfle, avec 7 ans de coronavirus, là, il n'est pas protégé. Pourquoi? Il n'a pas mis son masque, il n'a pas mis de gants. Ah il n'a oui, rien là, mis. c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, regarde ce qu'on peut faire. On peut le prendre comme ça. Et regardez, juste en faisant ça, on lui met un masque. En haut. Ah ouais? Et on lui met un masque en bas. Là, il est, Il il est bien vrai. plus en sécurité. Et voilà. Une carte Je vous Et vous laisse pouvez en lui mettre des souvenir. gants? qui est bien protégée. Hein? Il est bien protégé. Il reste juste qu'il se mette, il se lave les mains. Mais c'est ça bon. sort d'où ce masque-là sur la carte? Point d'interrogation. Franchement, il nous a eu. Ok, d'accord. Veuillez sûr. Vous voulez un tour pour vous? Oui, allez-y. Ok. Pourquoi Est-ce pas? que Je vous vais pensez que essayer. je peux vous manipuler là, tout de suite? Non. On va faire l'expérience. Dans mon portefeuille, en fait, j'ai 4 cartes. 4 rois. Oui. Pique, cœur, trèfle, carreau. Oui. Intuitivement, vous préférez lequel? Tout de suite. Pique, cœur, trèfle, carreau. Quel roi? Carreau. Roi de carreau. Vous ne voulez pas changer? Non, Vous carreau. pouvez changer. Pour être sûr que je ne vous manipule pas, en fait. Carreau. Carreau. Ok. Je ouvre mon portefeuille, en fait. Dans l'un des compartiments ici, vous pouvez voir, j'ai des cartes. Vous comprenez? Oui. On va sortir les cartes. C'est vraiment 4 cartes. 4 cartes. Et si vous pouvez faire attention, au milieu des 4 cartes là, on a un roi de carreau Oui. qui est à l'envers. C'est déjà pas mal. Le truc, c'est que tellement j'étais sûr que vous alliez choisir le roi de carreau que je l'ai mis d'une autre couleur dedans. Le reste est bleu, mais là, le roi de carreau, il est rouge. Mais en plus, tellement j'étais sûr que vous allez choisir le roi de carreau. Est-ce que vous êtes convaincu, Fiessia? Non, pas encore. Tellement j'étais sûr que vous alliez choisir le roi de carreau Oui. que j'ai mis tout le reste Oh là là. en blanc. Ah, il a failli détourner de notre objectif ce soir. C'est de la magie, tout simplement, Fiessia. Ah oui. Et il faut dire, la magie a vraiment opéré. Oui, la magie a opéré sur ce plateau du grand rendez-vous et c'était à l'instant la rubrique Horizon Culture. Je vous laisse accompagner votre invité. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, Stone Chabet. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Et bon vent dans le Merci. monde de la magie. Merci beaucoup. Faites tout pour faire partie de la coronavirus. Il n'y a pas de problème. Eh bien, nous revenons sur ce plateau et nous allons maintenant enchaîner avec le plateau de l'Espère. Eh bien, la coronavirus oblige plusieurs dirigeants de pays à prendre des mesures pour prévenir la propagation de la maladie. Comment est-ce qu'il faut se comporter pendant ces périodes de confinement, d'auto-isolement, de cordon sanitaire, etc. Au Bénin, nous sommes encore au niveau de cordon sanitaire. Nous sommes sûrs que nous allons en rester là. Ce soir, notre invité est coach, voilà, Alès Balogun, va nous entretenir un peu sur les dispositions à prendre, comment gérer son temps en cette période de cordon sanitaire qui est annoncée pour le lundi prochain. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alès Balogun, Oui. vous êtes coach motivateur. Oui, Et merci. nous sommes avec, malheureusement, ce virus qui continue de faire le ravage, mais nous allons rester positifs, nous allons beaucoup plus capitaliser le temps qui nous est imparti. C'est bien cela? Oui, exactement. Alors, nous annonçons un cordon sanitaire pour lundi prochain, mais déjà, en tant que citoyen béninois, en tant qu'être humain, quelles dispositions je dois prendre pour ne pas passer cette période, disons, à la perte, tout simplement? Oui, pour moi, je pense que l'univers nous impose un moment de réflexion, un moment d'évaluation. Nous sommes en train de passer déjà le premier trimestre de l'année et vous avez fixé des objectifs au début de l'année. Vous avez pris des résolutions, mais je pense que dans cette période que nous allons passer, que vous allez passer avec vous ou en famille, c'est le moment maintenant Nous allons passer.
vous êtes aussi bien sûr, concernés. Voilà. Je pense que c'est la période pour évaluer ses objectifs de l'année. C'est la période pour se poser des questions, pour dire, oui, je me suis fixé des objectifs, mais je suis à quel niveau? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Ce n'est pas un moment de détresse, ce n'est pas un moment C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de s'alarmer, ce n'est pas le moment de rester là à penser à comment est-ce que je vais peut-être sombrer ou pas. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça va passer? Donc, surtout que nous n'allons pas mourir, nous allons très vite renvoyer ce virus. Et je pense aussi que c'est le moment d'accoucher certains projets, certains rêves. Les gens comme moi, j'ai prévu cette année d'écrire 10 livres. Oui, d'écrire 10 et je me prépare déjà pendant cette période d'isolement, d'en finir un au moins. Ça veut dire que vous avez pu capitaliser. Exactement. Donc, peut-être vous avez un projet que vous avez prévu et maintenant vous avez ce temps imposé. Ce temps imposé à vous. C'est l'heure d'accoucher ce rêve. Mais vous avez pu le faire parce que peut-être vous êtes déjà habitué à bien gérer votre temps. Mais celui qui n'avait pas l'habitude de gérer son temps, d'avoir un agenda fixe, comment réajuster justement son agenda pour faire face à cette période? La première des choses à faire, c'est d'abord de faire une liste d'objectifs, des choses à réaliser pendant cette période. Qu'est-ce que je dois réaliser? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut commencer d'abord par s'évaluer. Quelles sont les choses que je devrais faire mais que je n'ai pas encore fait? Donc, je fais la liste de ces choses. Et parmi toutes ces choses, je me demande qu'est-ce que je peux réaliser pendant cette période de 2 semaines, dans toutes ces choses qui va m'aider à évoluer. Si vous avez un livre aussi, c'est le moment de la lecture. On dit que les leaders sont des lecteurs. C'est le moment de lire, d'acheter des livres. Il y a même plein de livres en ligne, de regarder des vidéos de développement personnel. Si vous êtes un chef d'entreprise, c'est encore plus intéressant. C'est le moment d'établir des stratégies pour frapper fort après cette période. Donc, je pense que c'est un moment pour établir des stratégies, évaluer ce qu'on a fait depuis janvier. Parce j'ai l'habitude de dire que c'est seuls ceux qui évaluent vont évoluer. Si vous n'évaluez pas, vous n'allez pas évoluer. Donc, prenez cette période pour évaluer. Et vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un père de famille, vous êtes un professionnel. Évaluez qu'est-ce que vous avez réalisé depuis janvier. Et si vous avez ce temps seul, alors c'est le temps d'agir. C'est le temps d'apprendre, c'est le temps de se ressourcer, de se former. Il y a plein de formations en ligne. Nous sommes en train d'organiser aussi des formations en ligne, des formations en leadership, en oratoire, que vous pouvez déjà vous souscrire en ligne. Il y en a plein. Vous pouvez regarder des vidéos de développement personnel, de leadership, d'entrepreneuriat, de stratégie sur YouTube. Apprendre et apprendre. Les mots de réflexion. Qu'est-ce que je dois encore réaliser? C'est le moment aussi de faire le plan de développement personnel de sa vie. Parce que souvent, on se dit, je n'ai pas le temps là, je suis très occupé. Maintenant, tu as le temps. Je n'ai pas le temps parce que j'ai des activités. Au fait, je devais faire ça, mais je n'ai pas le temps. Maintenant, vous avez le temps. Moi, je dirais même que c'est le moment de développer son esprit de créativité. Pourquoi pas? Créer, peut-être innover. Avoir des réflexions positives et voir comment agencer tout ce temps-là. Mais d'aucuns vous diront que à côté de tout ce que vous êtes en train de développer, c'est-à-dire créer tout ça, il y a le côté financier. Et comment est-ce qu'on pourra rentabiliser le côté financier? Tout à l'heure, vous avez parlé du cas d'un directeur d'entreprise. Il vous dira comment est-ce que je fais pour rentabiliser ce temps-là? Je dirais que le temps de réflexion, le temps d'isolement, le temps de planification, c'est toujours un investissement. Ce n'est jamais une perte de temps. Vous ne pourrez pas rentabiliser si vous gaspillez ce temps. Voilà. Mais si le temps est bien investi, c'est un investissement dans votre avenir et vous allez rentabiliser. Regardez, par exemple, je parlais d'un chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise et je me rends compte que j'ai 2 semaines ou 3 ou une semaine pour m'isoler où je serai seul. J'évalue tout ce que j'ai fait depuis janvier avec mon équipe, avec l'entreprise. J'évalue les chiffres d'affaires, la performance de l'entreprise, la productivité. Et maintenant, je refixe des objectifs. Et tout ça, ça veut dire qu'après cette période, nous allons accélérer.
Donc, vous gagnez ça en temps parce que vous avez planifié. Mais ceux qui vont passer ce temps à se plaindre, ceux qui vont passer ce temps à se consacrer uniquement à la distraction ou aux distractions, c'est eux qui vont plutôt perdre. Mais vous savez que les mesures de prévention prises ne concernent pas une catégorie donnée. Ça concerne tout le monde. Par exemple, les élèves. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent capitaliser ce temps-là? Est-ce qu'ils vont maintenant ramener les professeurs à la maison ou bien comment est-ce que ça va se passer à leur niveau? Oui, je pense que les professeurs ne peuvent pas venir à la maison, mais les enfants peuvent, bien sûr, peuvent réviser. C'est le moment pour ceux qui vont à l'examen encore. L'univers vous donne encore un cadeau, oui, de réviser, de travailler à la maison, de travailler la matière dans laquelle vous êtes faible. C'est le moment de travailler dans cette matière pour qu'après cette période, vous êtes fort dedans. Une autre chose qu'on peut faire, par exemple, je peux décider d'apprendre l'anglais dans cette période, je peux décider d'améliorer mon français. Moi, je suis anglophone, donc je recherche toutes les occasions pour améliorer mon français parce que je sais que c'est une richesse qui s'ajoute à ma vie. Donc, pour un élève, c'est le moment d'étudier, d'apprendre et de réapprendre. Et c'est un moment aussi d'attaquer, pourquoi pas, certains des sujets auxquels le professeur n'a pas encore abordé, pourquoi pas se préparer pour que lorsque le professeur va commencer à enseigner, tu as déjà une connaissance d'avance et ça aide plus. Et moi, je dirais, pour ajouter à tout ce que vous avez dit, je dirais que c'est le moment pour les parents d'élèves d'aller à la rencontre déjà ou bien de chercher à mieux savoir ce que leurs enfants ont comme cours déjà reçus, qu'est-ce que le programme prévoit, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, pour quand même les aider. S'il y a peut-être des matières à rattraper, on peut le faire ces temps-ci. Mais en dehors de tout ça, qu'est-ce qu'on peut aussi développer? Ça, nous avons parlé des enfants, nous avons parlé des entreprises et autres, mais en tant qu'individu, comment je gère mon quotidien? Chaque jour, moi, il y a ce qu'on appelle le to-do list. Chaque jour, normalement, nous devons avoir une liste de tâches à faire pour la journée. Donc, c'est ce qu'on appelle le to-do list. Donc, chaque matin, quand je me réveille, peu importe ce que vous faites comme routine matinale, après ça, vous devez établir une liste des tâches à établir dans la journée. Mais avant d'abord, cette période de confinement, je dois d'abord établir mes objectifs pour toutes les semaines. Dans une période de confinement, ils ont annoncé plutôt un cordon sanitaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je dois d'abord établir mes objectifs que je dois réaliser. Maintenant, chaque jour, quand je me réveille, je fais la liste des tâches à réaliser dans la journée. Ce n'est pas mauvais de se distraire un peu, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que je dois investir mon temps. L'essentiel, c'est que je dois apprendre quelque chose de nouveau. Même si j'apprends 1 heure ou 2 heures dans une journée, ça fait un plus à ma vie. Parce que lorsque je suis un professionnel et que je travaille dans une entreprise et que j'utilise cette période pour me ressourcer, pour me renforcer, quand je descends sur le terrain, quand mon entreprise va reprendre, ils verront que je me suis amélioré. Pourquoi pas travailler sur mon caractère? Pourquoi pas travailler sur ma manière de parler aux gens? Pourquoi pas travailler sur mes émotions pour que quand je reprends le boulot, c'est une nouvelle version de moi. Donc je pense que c'est une période où on peut créer une nouvelle version de soi. Surtout qu'aujourd'hui, on a tellement comment dirait-on, la technologie a avancé. On a assez d'outils pour s'auto-développer, pour s'auto-éduquer. Vous pouvez aller peut-être sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, c'est beaucoup plus Internet, bon, pour ne pas faire de la pub, sur des sites de recherche, voilà, pour avoir des informations complémentaires à ce qu'on a déjà, pour développer sa culture générale. Je pense que c'est autant de... C'est le temps de le faire. Et comme on le dit, il y a un monsieur qu'on appelle le monsieur qui sait tout, et monsieur Google, faites votre recherche et tout ce que vous écrivez, vous aurez toujours même si vous demandez qu'est-ce que je vais manger ce matin, vous aurez des réponses. Même si vous demandez je ne sais rien, il va toujours vous envoyer quelque chose. Donc je pense que c'est une école ignorée. Oui, c'est un système d'éducation qui est négligé. Donc cette période vous impose cela et il faut maximiser. Il faut maximiser. Il faut qu'après cette période, qu'on ait une nouvelle version de vous. D'accord. Alors, comme nous avons parlé, moi je veux aborder presque tous les aspects. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi un moment pour, en parenthèse, le couple, d'avoir un peu de temps pour eux, de se regarder en face et de se dire certaines vérités? Vu qu'on est tout le temps boulot, voilà, on n'a plus de temps. Maintenant qu'on nous donne l'opportunité de rester un peu chez nous. Oui, pourquoi pas? C'est le moment de se dire certaines vérités, comme vous avez dit. Aussi de passer du temps de qualité ensemble, pour ce qui est essentiel, et aussi passer du temps avec ses enfants, passer du temps en famille. Tout en respectant les 1 mètre
C'est très important, en prenant les dispositions nécessaires, les règles d'hygiène, en respectant tout ça, d'éviter, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'inviter des gens chez vous, même déjà avec vos enfants, vous êtes là, vous pouvez discuter, vous pouvez... Le temps de qualité ensemble. Oui, ça aide, ça fortifie et ça renforce le lien de la famille. Et vous pensez qu'en faisant cela, on peut gagner quelque chose sur le plan économique? On ne va pas gagner quelque chose, on va gagner beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y a toujours un lien entre votre cœur et vos activités. Lorsque votre cœur est en paix, lorsque votre mental est en bon état, vous gagnez plus, vous gagnez toujours plus. D'accord. Alors, mais j'espère que par ce temps où l'auto-isolement nous a imposé, vous arrivez quand même à donner des notions de développement personnel à vos apprenants via les réseaux sociaux. Oui, nous avons plusieurs plateformes. Ça n'empiète pas sur votre travail? Non, pas du tout. Nous, ça ne nous gêne pas. On a plutôt... Aujourd'hui, par exemple, on a reçu une formation à l'interne dans notre entreprise sur comment utiliser l'application Zoom pour pouvoir faire des formations tout au long de cette période. Nous accompagnons des milliers de personnes dans le monde entier pour pouvoir maximiser ce temps. C'est vraiment le moment d'accompagner tout le monde. Oui. Il n'y a pas de distinction homme, femme, enfant, jeune. Accompagnez-nous, coach. On a besoin de votre accompagnement. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Alex Balogun. Vous êtes coach motivateur. Avec vous, nous allons parler du cordon sanitaire, comment profiter judicieusement de son temps. Oui. Merci beaucoup et très bon week-end à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne période de cordon sanitaire. Merci. Alors, on poursuit notre grand rendez-vous destination Autant savoir. Eh bien, dans Autant savoir ce soir, nous parlons du viol des enfants au Bénin. La lutte promet, malgré les nombreux efforts et la volonté du gouvernement à assurer un plein épanouissement aux enfants béninois, des individus mal intentionnés continuent de mener ou bien de faire mal aux enfants, aux mineurs en les violant. C'est un acte très ignoble à déplorer. Et ce soir, nous allons parler de cet acte-là, le viol. Pourquoi est-ce que ça prend plus d'ampleur et quelles sont les dispositions prévues par la loi pour limiter et bonne nouvelle, il y a un numéro vert qui est mis à la disposition de tout individu qui a envie de dénoncer ce acte-là. Alors ce soir, on va en parler avec notre invité, il est déjà là, mais d'abord on suit ce reportage et on revient après. Aux enfants quand ils sont grands. Malheureusement, chaque année dans le monde, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 1 milliard d'enfants de 2 à 17 ans subissent des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou de négligence de tout genre. Selon les mêmes statistiques, environ 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans sont victimes d'agressions psychologiques au sein de leur foyer. Et pourtant, ces âmes innocentes ont bien des droits. L'enfant a le droit à la vie, il a le droit à l'éducation, à une nationalité. Il a le droit de vivre avec ses parents. Et même s'il doit vivre en dehors du cercle familial, il a le droit quand même d'être en contact avec ses parents. Il a le droit à la participation. Ça veut dire que lorsqu'on veut prendre des décisions à sa place, on doit pouvoir le consulter. Ce sont les tests qui lui donnent ces droits-là. Des tests importants pour protéger ces adultes en devenir, mais malheureusement sont de moins en moins respectés. Pourtant, le non-respect des droits de l'enfant est encore une autre forme de violence. Les enfants ne sont pas censés produire de la richesse, de l'argent avant de manger. Alors, à chaque fois qu'on oblige l'enfant à aller travailler avant de trouver à manger, ça veut dire qu'on est en train de le violenter et de violer son droit à l'épanouissement et au développement. Le respect et la promotion des droits de l'enfant ne doivent pas rester un simple idéal, mais une réalité au quotidien. Tout contrevenant devrait subir la rigueur de la loi. Donc, à partir du moment où le droit de l'enfant n'est pas respecté, que vous avez des preuves de violation flagrante de ces droits, il faut déjà constituer ces preuves-là et porter plainte. Il y a la brigade des mineurs, on en a au Bénin. Et plus loin, il y a les juridictions également qui sont là, qui peuvent se saisir de l'affaire. Et au Bénin spécifiquement,
En ce qui concerne le travail des enfants, il y a des peines allant jusqu'à 150 000 de francs CFA qu'on peut payer en dommages et intérêts lorsqu'on abuse d'un enfant ou lorsqu'il s'agit du travail d'un enfant. Vous voyez, il y a également des peines d'emprisonnement qu'on encourt. Créée en 1989 et célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée internationale de l'enfance est une occasion pour rappeler qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais une personne qui doit bénéficier de tous les droits. Merci beaucoup à Iladi Bokova pour ce reportage. Il faut avouer que les enfants sont des êtres très sensibles qu'il faut absolument protéger. Et ce soir, justement, nous parlons du viol des enfants, mais je précise, c'est l'aspect sexuel qui est mis en exergue ce soir. Et j'ai sur ce plateau notre invité. Il s'agit bien sûr, je le laisse se présenter lui-même. Glory Syriac-Rossou, je suis juriste et je travaille à Amnesty International. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce soir, nous parlons du viol des enfants. Et il faut avouer que l'acte est de plus en plus répété, une chose à déplorer. Mais pourquoi est-ce qu'on constate davantage ce viol, surtout sur le plan sexuel des enfants? Alors, il faut dire, d'abord constater excusez la répétition, mais le constat déplorable qui est aujourd'hui fait en matière de violence et de viol fait sur les enfants. Surtout sur les filles. Surtout sur les petites filles, c'est pas une chose qui est encouragée, mais il faut décourager avec la dernière rigueur. Mais il faut se demander, mais pourquoi malgré tout l'arsenal juridique que nous avons au Bénin, peut-être on va tout à l'heure en revenir, les tests que nous avons c'est clair. Qui protègent les enfants, malgré tout cet arsenal juridique-là, qu'on arrive encore à constater qu'il y a des actes de viol sur les enfants. Quelque part, nous on se dit, peut-être il faut repenser notre système et plus investir dans l'éducation, de tout le monde, aussi bien les hommes que les enfants. Déjà, le petit garçon, c'est déjà à la maison qu'il faut commencer cette éducation-là, l'éducation informelle que l'éducation formelle également. C'est-à-dire montrer à l'enfant que la petite fille qui est à la maison est son égale et qu'ils ont les mêmes droits et qu'il n'a pas le droit d'abuser d'une femme, que ce soit sa sœur ou même dehors. Et donc, en investissant plus dans l'éducation, je pense qu'on pourra peut-être arriver à inverser la tendance. Et déjà également travailler la base. Oui, c'est la base, comme vous le dites, mais il faut également travailler à appliquer les tests qui existent. Justement, les tests... Oui, en la matière, que prévoient les tests au Bénin par rapport aux viols faits sur les enfants? Alors, les violences faites sur les enfants ne datent pas d'aujourd'hui. Vous allez voir, même au niveau international, dans la construction du droit international des enfants, on a passé assez de chemin avant d'arriver en 89 à l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Et le Bénin est parti à cette convention-là, ce qui oblige le Bénin à appliquer cette convention-là sur le territoire et à protéger les enfants. Après cette convention, vous allez voir de 89 à 2015, il y a eu toute une série de tests qui protégeaient les enfants contre les viols, les violences, de ce de quoi nous parlons aujourd'hui, mais qui étaient de façon éparse dans différents textes, que ce soit la Constitution, le Code des personnes et de la famille, la loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Mais en 2015, le Bénin a opéré une très grande réforme. Même le Code du travail également, avec l'âge et tout. Mais en 2015, le Bénin a opéré une sérieuse réforme en matière de protection de l'enfance, en adoptant en décembre 2015 le Code de l'enfant du Bénin. Alors le Code, nous on considère que si on doit appliquer le Code du Bénin aujourd'hui en l'état, le Bénin serait un paradis pour les enfants. C'est-à-dire c'est un code qui proscrit les violences faites aux enfants, le viol dont on parle aujourd'hui, le viol peut-être il faut qu'on définisse également ça, le viol. Le viol est défini aujourd'hui dans notre droit positif national comme tout acte de pénétration sexuelle commis de quelque manière que ce soit, par l'effet de surprise, de violence, de contrainte ou de pression exercée sur autrui. Et donc, quand vous prenez le code pénal aujourd'hui qui va de pair avec le code de l'enfant du Bénin, vous allez voir que les personnes qui contreviennent à ces dispositions-là sont systématiquement punies par la loi.
La loi nous dit aujourd'hui, le code pénal, c'est l'article 643 du code pénal qui établit le viol, qui réprime également le viol. On nous dit que le code pénal nous dit, si un individu commet un viol sur un enfant de plus de 13 ans, alors cette personne peut être condamnée à une peine de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Mais alors, quand l'individu commet le viol sur un enfant de moins de 13 ans, alors là, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire, il va rester là pendant le restant de ses jours. Mais quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, si on doit appliquer, si ces tests existent réellement, pourquoi les gens continuent de violer les enfants? C'est la question, c'est la vraie question. Est-ce que c'est parce qu'on n'applique pas suffisamment les tests? Ou est-ce que c'est parce que les personnes qu'on amène devant la justice finissent par s'en sortir? Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, vous faites bien de le rappeler. Et également, le réflexe qu'il faut peut-être également avoir quand on est en face des situations de viol, ou également, c'est d'avoir des réflexes de documentation et de rassemblement des preuves. Mais aujourd'hui, vu la situation, malgré que le Bénin ait ratifié la Convention relative aux droits humains, malgré de l'enfant du moins, malgré ce code de l'enfant au Bénin qui a été adopté, ces actes-là continuent pas à être répétés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on puisse quand même finir avec ça? Parce que c'est des dommages psychologiques qu'on crée sur ces enfants. Effectivement, le viol a plusieurs effets sur la vie de l'enfant. Déjà, on n'arrive pas à faire oublier certains de ces actes-là aux enfants. Mais ce qu'il faut faire pour endiguer ce mal-là, le fléau du viol des enfants, c'est d'abord d'appliquer les tests. Mais avant d'appliquer les tests, il faut d'abord sensibiliser. C'est-à-dire vulgariser ces tests-là au fin fond des contrées du Bénin. Vous voyez, il faut également, avec la même détermination qu'on a eue quand on était en train d'édicter ces tests-là, il faut avoir cette même détermination-là pour informer la population sur l'existence de ces tests-là. Et également, la sensibilisation a plusieurs volets. Ouais. La sensibilisation peut déboucher sur la dissuasion de ce type de personnes qui avaient des intentions de viol sur des enfants. Mais également, ça peut être de nature à informer davantage les populations sur les réflexes qu'il faut avoir quand on est en face d'une situation de viol et vers quel acteur il faut se tourner quand on est en face de ces Et le vrai problème aussi, c'est que les gens n'arrivent pas à dénoncer justement ces cas de viol-là. Est-ce que c'est ce qui a amené les autorités à mettre à disposition un numéro vert? Certes, un numéro vert existe, que nous allons le rappeler tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dénoncer ces cas de viol librement comme cela se doit? Alors, le mal, il est profond. Récemment, il y a des gens qui ont fait des enquêtes et sorti des rapports qui nous montrent qu'au Bénin, nous n'avons pas une population justiciable. Les gens n'aiment pas aller devant la justice. Il semble qu'il y a encore un mythe du secteur de la justice qui est encore présent dans l'opinion qu'il faut travailler à déconstruire. La justice, elle est là pour tout le monde. Et tout le monde pour protéger les citoyens. C'est ça, pour protéger les citoyens les plus vulnérables également. Parce que la Constitution, quand vous prenez, notre Constitution, il est dit que l'État protège l'homme et la femme et une attention particulière pour les enfants. Donc, la Constitution déjà protège les enfants. Et donc, si la Constitution protège les enfants et les textes qui découlent après de la Constitution, comme le Code de l'enfant dont on parle depuis quelques minutes, protègent suffisamment les enfants, il faut maintenant travailler à sensibiliser, à vulgariser ces textes-là dans l'opinion et que les juges qui seront aujourd'hui en face de ces gens d'actes sévissent avec la dernière rigueur. On a vu récemment... Nous n'avons pas assez de temps. Je pense qu'on aura un autre plateau. On va rappeler très rapidement le numéro vert qu'on peut composer pour dénoncer ces cas de viol sur les enfants. Alors, récemment, l'UNICEF, la représentation nationale de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et le ministère des Affaires sociales ont lancé un numéro vert que les gens peuvent appeler désormais pour dénoncer. C'est le 138 que ceux qui sont en face des actes de viol d'enfants peuvent appeler en toute sécurité et sans crainte pour pouvoir dénoncer ces gens d'actes et contribuer à l'épanouissement des enfants dans notre pays. Merci beaucoup à vous, monsieur
Glory Siriakrousou, c'est moi qui Je vous vous remercie. fais le plaisir de vous présenter vous-même ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le numéro vert pour appeler en cas de viol ou en cas de constat de viol sur un enfant. C'est bien sûr le 138. Appelez, dénoncez suffisamment parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à votre enfant, ça peut arriver à mon enfant. Tout ce que moi je vais vous dire, c'est de dénoncer. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous dis très bon week-end. Merci, pareil à vous. Et vous restez avec nous, on retourne l'antenne à la rédaction pour le journal. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Comment se comportent les usagers des administrations publiques face à la pandémie du Covid-19? Les mesures prises par le gouvernement sont-elles respectées? Une de nos équipes a fait le constat. Le théâtre divertit le spectateur, mais l'éduque aussi. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, les acteurs de la scène béninoise s'interrogent sur la promotion de cet art et son rôle dans le développement. Mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de leur mère et ont du mal à s'en séparer. Comment arrêter l'allaitement pour d'autres aliments indispensables à leur croissance? On en parle dans cette édition. La pandémie liée au coronavirus continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement a pris des mesures pour contrer la propagation du virus dans les administrations publiques. Ces mesures sont-elles respectées? Émeric Koupeli est allé faire le constat. Suivez son reportage. Monsieur, oui. Non. On dit 1 mètre, c'est ça. Face à la pandémie liée au coronavirus, les mesures se renforcent et les habitudes changent. Ici, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le geste est devenu un réflexe. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a installé des dispositifs automatiques. Dans ces dispositifs automatiques, il y a des gels. Et lorsque un usager vient dans la maison, automatiquement il appuie et le gel, il reçoit le gel et rapidement il désinfecte sa main avant de s'approcher des bureaux. Et dans tous les bureaux, nous avons pris toutes les dispositions pour installer l'appareil en question. Laver ses mains à l'eau au savon était déjà un exercice capital. Mais plus encore, en ce temps où la crise sanitaire l'impose, certaines administrations ont pris la mesure de la situation. Comme ici au ministère de l'Eau et des Mines, où le dispositif vous accueille à l'entrée du bâtiment. Vous avez devant ici un dispositif de lavage de mains à double usage, c'est-à-dire une personne peut se laver les mains ici et l'autre personne se lave les mains de l'autre côté. Je prends le savon dans mes mains, d'accord? J'appuie le poussoir qui est là, l'eau sort et puis je me lave les mains. À l'eau et au savon. Quand je finis de me laver les mains, je viens maintenant prendre du gel, d'accord, pour pouvoir m'assurer que j'ai toujours un peu d'alcool dans mes mains qui permet d'éloigner toujours le virus. Au ministère de l'économie et des finances, tout comme à l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin, nul n'entre s'il ne passe par cette étape. On fait comme ça, on fait comme ça. Et on lave les mains, même les ongles. Il faut bien laver les sous-onglets. Les sous-onglets, il faut bien laver ça. Je vous invite à faire comme moi. Ces différentes mesures de prévention ne sont pas observées dans toutes les administrations et structures étatiques. À certains endroits, le dispositif existe, mais seulement à vue d'œil. Un simple geste, mais très utile, pour parer au plus pressé, le Covid-19.
Aujourd'hui, 27 mars, c'est la journée internationale du théâtre. Nombreux sont les acteurs et férus de l'art dramatique au Bénin, mais des icônes qui se surpassent pour donner le meilleur d'eux-mêmes et qui marquent à jamais l'histoire de la scène. On en compte très peu. Suivez le reportage de Rebecca Adjidankou. Je voudrais tant que vos délicates lèvres cessent de répandre l'infamie. C'est un divertissement, mais aussi un moyen d'éducation morale. Le théâtre, né sur le parvis des églises au Moyen-Âge, a pour but principal de divertir le public, de le détourner momentanément de ce qui l'occupe, le temps d'une représentation. C'est une expression par représentation des bouts de vie, dirigés et mis en place par un metteur en scène, écrit par un dramaturge et porté par des acteurs. Et donc c'est des bouts de vie, mais pas dans la réalité, c'est leur représentation. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. La pratique du 4e art, très tôt répandue au Bénin, grâce aux missionnaires, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, le secteur est partagé entre professionnalisme et nonchalance. Je sais qu'il y a eu beaucoup moins de représentations théâtrales ces dernières années. Il y a aussi une sorte de léthargie, une paresse au niveau des artistes de ce secteur. Ça, il faut l'avouer aussi. Mais le théâtre se porte bien malgré tout ça parce que les plus passionnés continuent leur travail. Aujourd'hui, on peut comprendre que les corps de métier au sein du théâtre se sont davantage développés. Aujourd'hui, au théâtre, on a des metteurs en scène, on a des dramaturges affirmés, on a des acteurs, on a des décorateurs. Et donc tous ces compartiments de plus en plus sont mieux pourvus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans, qu'il y a 30 ans. Même si des prouesses sont faites par les acteurs culturels pour remédier à certains maux, le travail à abattre pour assurer la relève préoccupe. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. C'est d'autant la question d'un mieux vivre, d'un travailler ensemble, que généralement, nous les Bénins, nous n'avons pas à planir les petits problèmes des associations, faire en sorte que la question du théâtre soit l'essentiel. À présent, qui suis-je ? Des enjeux que les acteurs de la scène béninoise tentent de surmonter à travers un décloisonnement du théâtre. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments aux bébés. Ce processus, appelé sevrage, se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mères font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus? Les réponses dans ce reportage. Donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréales, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu. La sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit. Jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût au manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif
du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans. Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident, plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines, donc c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines. Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection. Ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc, ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus. Un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. Les lapins élevés en Afrique et surtout au Bénin sont de race. Sa viande en procède le plus souvent à leur croisement, mais de façon anarchique. Mathias Rodonou fait l'élevage de lapins. Il explique au micro de Stanislas Linkmont quelques techniques pour réussir l'élevage de cet animal. Le lapin, pour élever, c'est très simple. Il suffit seulement de connaître les méthodes. Bon, les produits vétérinaires. Bon, s'il y a l'entretien, hygiène, bon, ils sont bien et ils évoluent, ils grossissent très vite. Les lapins femelles, ils ont leur cage à part. Bon, pour croiser, tu amènes le mâle vers la femelle. Et en quelques secondes, c'est bon déjà. En quelques secondes, paf. Et c'est déjà enceinte comme ça. En gestation, ça fait 1 mois et ça donne les bébés. Ça fait mise-bas. Si la mère fait 1 semaine, 10 jours au plus, bon, on ramène le mâle et paf. D'abord, on voit si la mère est en chaleur. Facilement, si tu amènes le mâle, en même temps, ça croise et c'est fini. Chez moi, les lapins donnent jusqu'à 10 bébés, 11, jusqu'à 12. Mais si ça ne donne pas, c'est 6 et 8. Pour vendre, ce n'est pas problème. Surtout chez moi, le marché y est. Si ça fait 35 jours, tu enlèves les enfants et tu envoies ça dans le cadre de l'engraissement. Dans le cadre d'engraissement, il fait 2 mois et demi, 3 mois, c'est parti déjà. Donc avec 2 mois et demi, bon, ça donne le poids consommable. Ça donne déjà 1 kg, 6, 7. À présent, la Nation en bref, c'est un condensé des faits marquants de l'actualité nationale présenté ici par Perspective Tossa.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, un centre d'isolement pour la prise en charge des patients en cas de contamination s'est installé à Sakété, dans le département du Plateau, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria, à Igolo, dans la commune d'Ifani. Il est installé un poste de surveillance sanitaire. Le centre d'isolement aménagé à Kobedjo, dans la commune de Sakété, est fin prêt pour accueillir les sujets dont les tests seront déclarés positifs. Tous les cas suspects du département du Plateau seront pris en charge dans ce centre d'isolement. Conformément aux exigences de la loi de l'OHADA, les producteurs agricoles sont appelés à se constituer en coopérative. Confiée aux directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, l'immatriculation des coopératives agricoles se déroule sur toute l'étendue du territoire national du Bénin. À l'heure du bilan dans le Borgou, nombreuses sont les coopératives qui se sont fait recenser. En termes d'organisation de producteurs agricoles déjà immatriculés, le Borgou en compte environ 673. À celles qui étaient dans les registres du CARDER sont venus s'ajouter les 395 recensés par la direction départementale à la faveur du lancement de l'opération. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 mars a débattu du dossier relatif aux travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Pour rappel, cette campagne a été lancée en vue de préqualifier des postulants au poste suivant: directeur de l'administration et des finances, spécialiste des marchés publics, spécialiste en gestion de projets et directeur des systèmes d'information. Au terme des différentes phases du processus de sélection, 275 candidats sur 536 dossiers recevables traités ont été déclarés éligibles pour prendre part aux tests psychotechniques. Tenant compte des performances attendues des cadres inscrits dans ce fichier, les organisateurs recommandent de retenir les candidats classés dans les catégories pertinents pour le poste et assez pertinents pour le poste. Il s'agit de ceux ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Sur cette base, 115 candidats sont finalement sélectionnés pour être soumis à une enquête de moralité en vue d'intégrer le fichier. Ce choix traduit la volonté du gouvernement de dépolitiser progressivement l'administration publique en y recrutant des cadres compétents. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous, Aurélie Sauton, pour la présentation et merci aussi à toute l'équipe de la rédaction. Et c'est d'ailleurs la dernière partie de cette émission. Mais avant de prendre congé de vous, chers amis téléspectateurs, je vous invite à suivre ces belles images, une fois encore proposées par le service des programmes. C'est donc terminé pour le grand rendez-vous de ce vendredi 27 mars 2020. À la mise en onde de cette émission, Christelle Sagboran à la caméra. Nous avons eu 2 caméramens aujourd'hui, Benol Djogbe, assisté par Amos Adjovi. Au son, c'était bien sûr Arnaud Tossé et bien sûr l'infographe Terence Tara. Et j'ai eu également droit à 2 chefs d'édition, Victoire Rougan et Kemal Awissou
Voilà. Et à la diffusion, Joël Bihan, nous allons à présent lire la citation. La citation de ce soir dit ceci: la meilleure façon de freiner la propagation du virus, bien sûr coronavirus, ce sont des gestes simples. La meilleure façon de freiner la propagation du coronavirus, ce sont des gestes simples. C'est une citation de Édouard Philippe. Merci de nous avoir suivis et donc restez fidèles au programme de Béné Business 24. À très bientôt. Bye bye.